Bonjour, c'est Georges Diémé. Je suis le président de l'Association sénégalaise de la franchise, organisateur du salon Franchise Expo Dakar. Mhm. Le salon Franchise Expo Dakar est un rendez-vous panafricain de promotion de l'industrie de la franchise. C'est une première en Afrique subsaharienne. Voilà, c'était un défi à relever et avec l'Association sénégalaise de la franchise et le soutien des autorités, principalement du président de la République qui nous a accordé son patronage et à chaque fois nous a témoigné de son soutien. Et aussi sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, nous avons réussi, après plusieurs années de travail, à organiser cette première édition internationale du salon Franchise Expo Dakar. Voilà, aujourd'hui nous sommes au deuxième jour du salon. Le premier jour, il y avait d'abord la cérémonie d'ouverture avec les officiels, présidée par le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, M. Seydina Ababakar Sadir Ndiaye. Ensuite, s'en est suivi la visite des stands, parce que nous avons beaucoup d'exposants qui viennent d'un peu partout, du monde, de la France, du Maroc, de la Tunisie, etc. Ensuite, nous avons enchaîné par des panels très techniques. D'abord, l'introduction à la franchise pour présenter aux intervenants c'est quoi la franchise, quelles sont les notions de base, etc. Ensuite, avec aussi le président de la Fédération marocaine de la franchise, que nous tenons à remercier, M. Mohamed Elfan, nous avons exploré les opportunités de renforcement des relations diplomatiques via le modèle économique de la franchise. Donc vraiment, c'était une journée très très riche. Voilà. Et aujourd'hui, au deuxième jour, nous avons commencé par un premier panel, une table ronde, je peux dire, où les participants ont pu voir les opportunités qu'offrait le business halal avec M. Mamadou Ndiaye, directeur général de Absaya. Ensuite, avec notre experte invitée Emma Collignon du cabinet CMS Franchise Lefebvre, qui a pu partager avec l'assistance, les aspects juridiques et opérationnels de la franchise. Là, nous allons attaquer le deuxième panel qui est Comeback Franchise, organisé par nos partenaires de la diaspora. Nous remercions Mokhtar Farhat et MyCreo Academy pour leur soutien de la première heure. Voilà, ce panel va commencer tout à l'heure. Donc c'est encore une nouvelle journée qui s'annonce riche en connaissances, en expérience et en réseau. Pourquoi avoir choisi le Sénégal? Ce choix est dû au fait que, voulant développer une franchise, souvent il fallait aller dans des salons internationaux, il fallait aller visiter d'autres sites avec d'autres experts, etc., etc. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer ces opportunités pour les jeunes Africains, pour les jeunes Sénégalais, pour permettre aux entrepreneurs sénégalais de pouvoir avoir accès à ces experts de la franchise, d'avoir accès à ces marques et même eux-mêmes d'avoir l'opportunité de pouvoir développer leur propre entreprise, leur propre marque en franchise. Donc c'est pour ça que nous avons mené ce combat qui a abouti aujourd'hui à ce salon qui est la première édition de Franchise Expo Dakar. Donc maa ngi tudd Georges Diémé, man maa jiite mbootaay bu ñuy woowee association sénégalaise de la franchise. Donc muy benn association boo xam ne dafa dajale ay entrepreneurs, ay hommes d'affaires ak ay experts ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum franchise. Léegi franchise mooy benn modèle la boo xam ne moo gën a ñoŋ, si je peux dire ça comme ça, donc pour may entrepreneurs yi ak entreprises yi ñu mën a développer wu màgg exporté wu à l'international. Donc dañoo gis ni que modèle économique boobu noonu ñi ko xam Sénégal bariwuñu. Loolu moo tax nag ñun depuis quelques années ñu ngi xeex di liggéey pour franchise ñu gën ko farataal mu gën a am gëdd pour gën a mën a njëriñ suñu koom-koomu réew. Waxtaan bi tey démb la commencé parce que tey mooy ñaareelu fan bi. Donc démb li ñu njëkk def démb moom mooy cérémonie d'ouverture maanaam boog dañoo ibbi ndaje bi ak autorités yi fi nekkoon. Ki ibbi ndaje bi moo nekkoon monsieur le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, monsieur Seydina Ababakar Sadir Ndiaye, ñu koy gërëm bu baax ci taxawaayam. Amoon na tamit monsieur Mohamed Elfan di président fédération marocaine de la franchise,
nekk tamit kii vice-président ci chambre de commerce de Casablanca donc ñoom ñëpp ñu ñëwoon pour teewal ndaje bi pour jëmmal bés bi. amoon na tamit grand serigne de Dakar ak marraine bi madame Mariama Soumaré ak yeneen autorité donc ñoom ñëpp ñu ngi fi woon démb pour lancer activité bi. bi ñu paree loolu jot nañu dem visiter stand suñu gan yi nga xam ne ak entrepreneur ak marque yi nga xam ne ñëwoon nañu fii exposé ngir wane li ñuy def ngir wane lan mooy franchise ak tamit ñoom opportunité yi ñu may sénégalais yi pour mën leen gunge ci wàllum tabax seen entreprise def ko ay franchise ak tamit nan lañ leen mën a accompagner ci développer yeneen franchise. bi ñu si jógee tamit ci loolu ci la ñu commencé waxtaan bi donc démb mu amoon ñaari waxtaan ñu boole woon ko ci benn bi moo nekkoon la wax lan mooy franchise wan nit ñi ñu mën a comprendre lan mooy modèle économique franchise. donc ñu àndoon si ak madame Rim Bedoui Ayari muy gérante wi franchise de la Tunisie bu déplacé woon tamit ñëw pour assister woon ci cérémonie bi. après man ak président Mohamed El Fan bu fédération du Maroc waxtaan nañu ci nan la ñu mën a jëfandikoo franchise pour gën a dëgëral diggante réew yi. rawatina diggante Sénégal ak Maroc nga xam ne ay pays lañu yoo xam ne ay pays yu am solo. Je me présente, Julde Soumaré, j'ai 33 ans maintenant, donc je suis née, j'ai grandi en France. Je suis issue de 2 parents qui viennent du Fouta, donc qui viennent du Sénégal, qui sont arrivés dans les années 70-80, donc issus de l'immigration sénégalaise. Et donc mon parcours, après avoir fait un master en finance, j'ai eu un parcours typiquement bancaire où j'ai fait plusieurs postes. Donc j'ai été chargée d'affaires professionnelles. Ensuite, j'ai été directrice d'agence et directrice d'un espace professionnel sur Paris. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs, vers Rouen, Aubervilliers. J'ai beaucoup travaillé à Saint-Denis. Donc j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs entre 2016 et 2023. Donc à la création d'entreprises, au financement. Donc, j'ai financé pas mal d'activités d'entrepreneurs. Et à un moment donné, je me suis dit, mais quand même, j'accompagne beaucoup les gens à s'enrichir, en fait. J'avais l'impression de les accompagner, de les aider à trouver des locaux, de leur dire, allez voir un tel. Maintenant, quand tu as fini, on va te financer, on va te faire un business plan. Donc, après, on faisait le business plan. Le business plan était prêt. Après, j'ai aidé à faire passer le financement. Le financement était fini. La personne ouvrait son resto. Tu disais, mais c'est super. Tu accompagnes vraiment l'économie. Ouais. Tu dis, après le deuxième resto, troisième resto, et tu dis mais en fait c'est bien parce que tu accompagnes, c'est ça le développement de l'économie. En réalité c'est concret. Ça c'était concret. Quand j'étais à la banque, je voyais du concret. Le financement, l'argent qui passait, la personne qui gagnait l'argent qui revenait sur le compte, la personne qui réinvestissait, qui achetait son premier bien, son deuxième bien. Et je me disais c'est ça l'économie. Et je me suis dit mais quand même il faut que je rentre au Sénégal et que je vois comment je peux faire la même chose, mais au Sénégal, dans mon pays, dans le pays de mes parents. Et puis j'en avais aussi ras-le-bol en vrai de métro, boulot, dodo, des journées qui passaient vite, tout le temps être au bureau. Je me disais mais quand même il y a quelque chose à faire. Cette compétence que moi j'ai acquise, il faut que je puisse la faire venir ici. Et pas en tant que sauveuse, parce qu'encore c'est très important d'avoir dit, je l'avais dit la dernière fois aussi, il ne faut pas venir avec un esprit de sauveur, mais surtout se dire que je vais apporter aussi moi ma pierre à l'édifice. Donc je suis arrivée ici au Sénégal, j'ai eu l'opportunité de venir travailler pour le gouvernement sénégalais, donc je suis très contente. Ça fait 2 ans que je suis ici et je suis la directrice nationale du développement du secteur privé. Je dépends du ministère de l'économie, du plan de la coopération, donc mon patron c'est le ministre de l'économie. Et notre rôle c'est vraiment de mettre en place un climat des affaires favorable pour les entrepreneurs, de vraiment voir quels sont les problèmes et de dialoguer avec le secteur privé national. C'est-à-dire que moi je suis arrivée il y a 2 ans, les réalités, donc l'adaptation. Déjà arriver au Sénégal, s'installer au Sénégal, sachant que je venais 1 fois par an en vacances, ça a été totalement différent. Et arriver dans l'administration sénégalaise, c'est encore un autre pas. C'est totalement encore différent. Donc mais honnêtement, non mais j'ai tout vu, j'ai été heureuse, j'ai pleuré, j'ai été contente, j'ai été très énervée, enfin j'ai traversé toutes les émotions en 2 ans et puis après tu prends des décisions, tu tombes, tu te relèves et c'est très formateur, mais j'ai rencontré des gens tellement bien,
tellement intelligents, qui m'ont appris tellement de choses. Et vraiment, encore aujourd'hui, je travaille avec eux et je suis très heureuse de travailler là où je suis aujourd'hui. Maintenant, bien sûr qu'il y a des problématiques et des faiblesses. Et on le sait, on est dans un des pays quand même les plus pauvres du monde, dans une des économies les moins développées, mais on a pas mal d'opportunités au Sénégal. On en a énormément. Il y a les services qu'il faut développer, donc tout ce qui est restauration, le bien-être, etc. Il y a beaucoup de choses à développer. Le gouvernement en est conscient. Parce qu'il y a des législations qui se font actuellement. Par exemple, on a refait le code des investissements. On est en train de retravailler sur le code du travail parce que les entrepreneurs qui viennent aussi au Sénégal, qui embauchent des gens, c'est très compliqué parce que le code du travail, il n'est pas du tout flexible. Le code des investissements a été revu pour attirer les investisseurs étrangers et faire en sorte qu'il soit plus incitatif. Le code des impôts, c'est très compliqué parce qu'il n'a pas été revu depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, on doit mettre en place un système d'imposition qui doit être adapté à notre pays, alors qu'il y a pas mal de codes qui sont calqués sur la France. Le foncier, c'est compliqué aussi. Les gens ont peur de venir investir parce qu'ils se disent « je ne vais pas forcément acheter un terrain parce que je ne sais pas comment ça se passe. La législation, je ne la comprends pas. Je n'ai pas forcément les contacts. » Tout le monde se dit « il faut des contacts » et c'est vrai. C'est vrai, parce que moi, je vois que des gens qui ont des contacts, y arrivent plus vite que ceux qui n'ont pas de contacts. Ça, c'est la réalité de notre pays. Maintenant, il y a des choses qui existent et que les gens ne connaissent pas. Et vraiment, si j'ai quelque chose à dire, c'est de vraiment renseignez-vous. Il y a énormément de structures qui existent au Sénégal, d'appui au Sénégal, d'encadrement au Sénégal. Moi, je reçois des gens de la diaspora et je leur dis structurez-vous. En réalité, structurez-vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui se disent oui, je viens au Sénégal, je connais personne, ça marche pas, etc., etc. Mais en réalité, déjà structurez-vous correctement, et je vous jure que vous allez pouvoir avoir des opportunités. Il y en a. Merci. Donc voilà. Moi, j'ai envie de dire que, effectivement, ça fait maintenant 20 ans qu'on accompagne les initiatives entrepreneuriales, où qu'elles soient, et on l'a jamais fait parce que simplement les entrepreneurs attendaient d'être accompagnés. Qu'on soit de banlieue parisienne ou de banlieue de n'importe quelle autre grande ville, ou qu'on soit entrepreneur en Afrique, on a un point commun, c'est qu'on n'a attendu personne pour lancer nos initiatives. Et justement, ce qui nous a motivés avec Mokhtar déjà depuis 20 ans, c'est pas simplement de venir en Afrique ou de sillonner la France et ses banlieues pour apporter un message aux entrepreneurs, pour leur dire « vous inquiétez pas, on est là pour vous accompagner ». C'est plutôt pour donner de la force à cette initiative qui vient déjà du terrain. Elle vient du terrain tout simplement parce que, en tant qu'entrepreneur, quand on décide de se lancer, on se lance comme une revanche sur cette condition dans laquelle on a voulu nous laisser. Et on se lance aussi avec une espèce de revanche sur l'avenir en se disant finalement, je vais avec détermination construire ma réussite et mon avenir. Et on le voit aujourd'hui avec les différents projets qui sont présentés ici, qu'on se définisse comme blédard ou qu'on se définisse comme entrepreneur, finalement, le point commun, c'est qu'on est des pionniers. On ouvre des voies et on partage des points communs assez importants en vrai. D'abord, le premier point commun qu'on partage, qu'on soit de France ou d'Afrique, c'est le manque. Et en fait, quand on est victime de ces manques, parce qu'on est dans des territoires où on n'a pas, et bien finalement, c'est l'ingéniosité qui prend le pas sur ce manque. On finit par créer des systèmes, des chemins qui n'existaient pas pour envisager cette réussite. Et finalement, on ne dit pas que ce n'est pas possible, on dit qu'il y a un autre chemin. Et ça, c'est un premier point commun que l'on développe de part et d'autre de cette Méditerranée. Le deuxième point commun, c'est que oui, en général, quand on se lance, on n'a pas de ressources. Souvent, on n'a pas d'argent, on manque de moyens. Mais quand on manque de moyens, en vrai, on ne manque pas de réseau. On connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et on va avoir la conscience que finalement, autour de nous, on a un réseau de solidarité capable de nous catapulter vers la réalisation du prochain objectif. Et c'est souvent comme ça qu'on y arrive. Et ça, je pense que chacun d'entre nous, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, on a eu à vivre cette situation.
J'allais dire, le troisième point commun que l'on partage, c'est qu'on a quelque chose qui fait qu'on ne cherche pas à réussir juste pour l'argent. On cherche un dépassement personnel. On cherche la réussite de soi au-delà de la réussite financière. Finalement, c'est comme une revanche. C'est comme vouloir prouver à soi-même et à son entourage qu'on peut y arriver. Finalement, c'est devenir un exemple. Et avec Mokhtar, on partage depuis des années un terme qui est beaucoup plus proche que l'exemplarité. C'est l'exemplarité accessible. Vous savez, cette exemplarité que l'on voit à travers des grands artistes ou des grands footballeurs, oui, c'est vrai qu'on a envie peut-être d'avoir ce destin, mais finalement, il y en a des plus accessibles, des chemins qui sont plus disponibles pour beaucoup plus de monde qu'entre nous. On ne peut pas tous devenir grands footballeurs ou grands artistes, mais on peut tous devenir entrepreneurs à succès si on a la bonne méthode et le bon entourage. Donc c'est un point commun vraiment important. Et il y a aussi autre chose que l'on partage. Pour beaucoup d'entre nous, on a tous eu la chance d'aller à l'école. Et l'école nous a apporté un certain nombre de savoir-faire, peut-être de savoir-être. Mais l'école ne nous a pas enseigné l'essentiel. Elle ne nous a pas enseigné la résilience. Et la résilience, elle a été enseignée par la rue. La résilience, elle nous a été apportée par les coups. Et ça, c'était les professeurs qui nous ont le plus enseigné sur le chemin sur lequel on se trouve aujourd'hui. Finalement, les coups, ils nous apportent plus que la craie. Les coups, c'est ceux qui nous permettent de nous rappeler à quel point c'est difficile, mais à quel point ensuite la réussite est d'autant plus belle. Elle nous apprend à endurer, elle nous apprend à nous surpasser, elle nous apprend à nous dépasser. Et donc, ça, c'est aussi un point commun qu'on peut partager de part et d'autre. Je pense que quand on est entrepreneur, on a au moins vécu ça une fois dans sa vie. On était par terre, personne ne croyait en nous, et pourtant, on s'est relevé, on a recommencé, on est reparti. Certains d'entre nous sont peut-être déjà dans cette situation aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'ils baissent les bras. Ensuite, peut-être un dernier point commun. En général, quand on lance son activité au départ, on ne la lance pas tout de suite pour être reconnu. On va lancer son activité pour voir si on est capable de le faire, et on va le faire avec tous les moyens qui sont à notre disposition. On veut être dans l'action plutôt que dans la philosophie. On veut être dans la preuve plutôt que dans l'attente. Et c'est ce qui nous rassemble. Donc moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, nous sommes tous africains. D'où qu'on soit, on n'a pas simplement quelque chose à prouver, on a un véritable enjeu aujourd'hui de développement économique. Et je pense que la preuve que nous avons ensemble donnée, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre des initiatives extérieures pour nous prendre par la main et exprimer notre potentiel, mais on peut nous-mêmes décider de notre avenir, on peut ensemble écrire cette page de développement. Et donc, en toute modestie, je pense que ce que nous devons poursuivre, c'est cet élan qui a été donné par tous ces entrepreneurs, toutes ces entrepreneuses qui changent le monde. Et je vais terminer sur une anecdote de Mokhtar. Mokhtar, quand il respire comme ça, Mohamed, fais court, vas-y, fais plus court. Je termine juste sur une anecdote parce que... J'ai un thermomètre dans la salle, ça veut dire en fait l'état de saturation. Et il y en a, ils ont des montres, tu vois. Là, ça, c'est important. On parle en fait de boulangerie, enfin quoi. C'est important de terminer sur cette anecdote, Mokhtar. On l'a vécu ensemble, cette anecdote. Parce que là, ce que je viens d'exprimer, ce sont des choses qui peuvent paraître de l'ordre de la philosophie. C'est bien ce qu'il dit Mohamed, ça me parle. C'est vrai, je suis d'accord avec lui, etc. Sauf qu'en fait, ce que je suis en train de dire existe déjà. Avec Mokhtar, on a participé à un événement qui mettait en avant différentes réussites sur le champ de la food, ou de la gastronomie. Et je peux vous assurer que ce jour-là, on était choqués avec Mokhtar parce qu'on avait deux entrepreneurs avec deux profils très différents.
On avait Mamadou Diallo, qui avait un concept food, Tasty Krusty, et on avait à côté un grand chef étoilé, qui avaient tous les deux des discours très différents. Le chef étoilé nous présentait un constat alarmant et défaitiste d'une situation en France qui explique que le consommateur a changé, qu'il n'a plus les moyens de venir partager des repas d'un certain standing. Il explique aussi que ce marché est un marché qui est en difficulté et qu'il faut apporter de l'innovation. Et donc, il envoie des messages quand même assez négatifs. À côté de lui, Mamadou Diallo, qui explique l'ascension d'une nouvelle économie qui a attendu personne pour s'exprimer. Une économie issue d'un marché qui a grandi en silence, qui a grandi sans faire de bruit et qui a finalement aujourd'hui qui apparaît à la lumière de tous comme des réussites qui peuvent vraiment changer totalement la donne dans le panorama que l'on connaît. Mamadou Diallo, il explique comment il a lancé son concept et quand il dit son chiffre d'affaires, je crois que c'était 300 000 € de chiffre d'affaires, personne ne réagit, sauf qu'il y en a un dans la salle qui dit « par mois » pour un point de vente. Et donc, c'est pas pour vous impressionner avec ce chiffre, c'est pour dire qu'il y a vraiment deux histoires qui se passent en parallèle aujourd'hui. Il y a une ascension de la réussite faite et portée par des entrepreneurs d'une nouvelle génération qui viennent qui portent des valeurs certes communes, mais qui ont l'espoir justement d'afficher un message différent, celui de la réussite ensemble, de la solidarité, et qui dit « nous ne sommes pas simplement des remplaçants sur le banc de touche, nous sommes ceux qui allons faire la réussite économique, éventuellement de la France ou de l'Europe et de l'Afrique. Et aujourd'hui, si justement, ce qui change tout aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui, certaines économies ne comprennent pas qu'elles doivent composer avec, eh bien vous le prouvez aujourd'hui, eh bien elles iront offrir leur force ailleurs. Merci Mohamed. En fait, quand ça arrive, généralement, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne se voyait pas faire une franchise au départ, parce qu'il estimait qu'il n'avait pas un savoir-faire, des clés de réussite qu'il était capable de transmettre. Et donc, il fait une licence de marque, il a des licenciés, sauf qu'en fait, ça marche super bien, que ces licenciés lui remontent des informations, que du coup, il crée en fait ses recettes de réussite au fur et à mesure. Et donc, au bout, par exemple, de 3, 4, 5 ans, il a créé un véritable savoir-faire. Et là, du coup, il va se dire, en fait, moi, j'ai envie d'offrir à mon réseau des outils plus performants que les outils que je peux offrir en licence. Et donc, il va basculer son réseau de licences en contrat de franchise. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que ça lui permet aussi de monter le montant de ses redevances. Donc, c'est intéressant. Et puis aussi, ça valorise les licenciés qui étaient déjà là parce que c'est aussi grâce à eux. Donc, ce qu'il va faire, c'est que pour les licenciés qui étaient déjà là, il va rédiger des avenants au contrat pour passer en franchise en leur expliquant pourquoi c'est intéressant pour eux. Pour eux, ça va être intéressant parce que ça va leur permettre d'être dans un réseau qui a beaucoup plus de force, de frappe sur le territoire en termes de captation de la clientèle. Et puis, pour le franchiseur, ça va permettre de valoriser financièrement le passage en franchise. Et après, les nouveaux candidats qui veulent rejoindre le réseau, eux, vont directement signer des contrats de franchise. Et là, il va falloir remettre à jour toute la communication qui était axée sur la licence pour la passer en franchise, en expliquant en fait. Donc par exemple, ça va être expliqué qu'on est passé en franchise parce qu'on a un logiciel métier hyper performant, parce qu'on a une réussite qui là a été vraiment éprouvée, ce qui n'était pas le cas avant. Alors là, vraiment, vous avez 3 bons exemples. Déjà, Auchan, sur le territoire sénégalais, c'est pas de la franchise, c'est des succursales. En fait, ils ont décidé de se développer grâce vraiment à leur propre société. Donc, est-ce que déjà, vous connaissez la différence entre franchise et succursale? Qui est-ce qui la connaît? Ok, donc déjà, je vais expliquer. En fait,
quand vous développez en succursale, c'est votre société qui va avoir une filiale et qui va créer un Auchan. Donc, c'est cette société qui porte les salariés, qui est juridiquement responsable, etc. Et à la tête de cette société, vous allez mettre un salarié. OK ? Quand vous vous développez en franchise, vous allez autoriser un tiers à développer une société qui lui appartient. OK ? Donc en fait, ça va être quelqu'un qui crée sa propre société, qui emploie ses propres salariés, qui porte son risque juridique. Et vous l'autorisez à utiliser sa marque. Donc déjà là, Auchan, eux, ils ont décidé sur le territoire sénégalais de se développer avec leur propre filiale. Et donc, ils vont mettre des salariés à la tête de ces filiales et pas des entrepreneurs. Mais ils vont porter leurs risques, ils vont porter leurs investissements. Donc l'inconvénient, c'est qu'ils doivent payer eux-mêmes l'investissement, alors que s'ils avaient pris un tiers pour se développer au Sénégal, c'est le tiers qui aurait porté les investissements et le risque. OK ? Donc déjà, Auchan, sur le territoire sénégalais, c'est pas de la franchise. Auchan, succursale. Auchan, succursale. C'est bon, tout le monde a compris ? Ok. Je vérifie, hein, pour toi à la fin. Vas-y, Emma. KFC, je suis presque sûre Alors, que je vais te donner la réponse. c'est de la franchise sur le territoire sénégalais, non ? La master. D'accord. Le stock franchisé. Alors, Emma. la master franchise, c'est très particulier. La master franchise, ça part du principe qu'en fait, toutes les cultures sont importantes et toutes les cultures doivent être valorisées. Sinon, si on ne valorise pas les cultures des territoires, on ne peut pas faire correctement du business. OK ? Donc en fait, ça part du principe que quand un franchiseur est dans un pays, s'il vient s'installer directement dans un autre pays, lui, il ne connaît pas les us et coutumes de ce pays et il ne connaît pas les attentes du pays en termes de consommation. Donc il ne va pas réussir à capter la clientèle. Il ne connaît pas non plus bien la législation sur place. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un entrepreneur local qui lui connaît le terrain, connaît les goûts des consommateurs, et va lui dire « Ok, je t'autorise à prendre la casquette de franchiseur sur le territoire, par exemple, sénégalais, pour développer ma franchise. » Et lui, cet entrepreneur qui va être un sous-franchiseur, va prendre des franchisés sur le territoire sénégalais. Il va avoir l'obligation d'adapter les recettes, les clés de réussite au territoire local. Je vous donne un exemple. Nous, en France, on paye presque que en carte bancaire. Ici, au Sénégal, vous payez presque que avec votre téléphone. Et bien ça, c'est un bon exemple. Ça veut dire que le master franchiseur et franchisé, il va devoir mettre en place ces outils sur le territoire sénégalais qui n'existent pas nécessairement de la même façon en France. Ça va être aussi mettre en place des possibilités pour le halal. Donc, prendre attache avec les acteurs locaux. Très bien, merci d'avoir répondu à cette partie-là. Un gars crée un concept d'une enseigne qui existe à Paris, par exemple, prenons l'exemple de Big M. Celui-ci, il est franchisé, donc il doit payer directement des redevances, c'est ça ? J'ai pas compris la question. Big M, donc on a fait succursale, Auchan. Ouais. KFC, Sedima, master franchisé. Ouais. Et un franchisé tout court. Alors, ça veut dire que là, Big M va aller récupérer des franchisés directement sur le territoire sénégalais. Exactement. Alors là, du coup, il n'y a plus de master franchise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sous-franchiseur. Et donc, le franchisé va directement payer à Big M, en fait. Là, ça va être en direct. À Paris, voilà. Mais ça veut dire que Big M, en qualité de franchiseur, a dû préalablement mettre de l'argent pour avoir des équipes qui vont aller sonder la culture du pays pour pouvoir offrir le meilleur et répondre aux attentes aux consommateurs sur place. Donc ça veut dire que le franchiseur, il ne va pas donner de l'argent à un master franchisé, mais par contre, il va mettre de l'argent pour apprendre la culture sur place. Sinon, ça ne va pas marcher, en fait. En fait, quand on pense à la franchise, on pense de royalties, de redevances. En réalité, il y a beaucoup de choses différentes. Déjà, vous avez le droit d'entrée. Quand vous voulez devenir franchisé, le franchiseur va vous dire « Ok, tu vas payer, par exemple, 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 euros, 15 000 euros pour rentrer dans mon réseau. » Et en fait, l'argent là que vous lui versez, ça va lui permettre de mobiliser des équipes pour vous aider pour le lancement de votre activité. Donc, vous conseiller sur le nombre de flyers à distribuer au lancement, ce genre de choses. OK ? Ensuite, vous allez lui payer des royalties, qu'on appelle aussi redevances. Ça, en fait, c'est de l'argent qui est calculé souvent sur votre chiffre d'affaires.
Mais après, ça peut être calculé sur plein de choses différentes. Il faut que vous gardiez le réflexe de vous dire que, attention, si vous êtes franchiseur, vous pouvez avoir des franchisés qui ne sont pas du tout réglo et qui vont en fait dire je touche X euros de chiffre d'affaires. Et en fait, ils réduisent ce chiffre d'affaires. En réalité, ils en touchent beaucoup plus. Et le but, c'est de payer moins de redevances. Je pense qu'on en parlera peut-être après. Ouais. Après, par mail, par LinkedIn, ou c'est fini maintenant. On vous demande de l'applaudir. Ah, c'est fini ? On a une autre table Ah oui, alors... qui va débuter dans à peu près un quart d'heure et je voudrais qu'il reprenne alors, l'énergie. Je vais passer très vite alors. Donc, un dernier mot. En gros, sachez qu'il y a des outils pour vérifier le montant de ces redevances, voilà. mais n'hésitez pas à nous contacter. Après, ce que vous avez d'autre, Sur c'est... le cabinet CMS, Emma, il y a des cartes sur le stand. Sur LinkedIn, on vous donnera tous les éléments si vous avez des questions à ce sujet. Vous avez le fait que, par exemple, si vous êtes un restaurant, la personne doit être obligée d'acheter les produits soit chez vous, soit chez les fournisseurs que vous référencez. Ça va vous permettre de remonter de l'argent. Ensuite, si vous êtes propriétaire du local, vous allez être le bailleur, vous allez louer, et donc pareil, c'est une remontée d'argent. Sachez que par exemple, McDo, ils font surtout de l'argent grâce à leur immobilier. C'est leur première source de revenus. Et ensuite, si vous êtes propriétaire du fonds de commerce, vous pouvez louer le fonds de commerce aux franchisés pour aussi là récupérer des loyers. Donc en réalité, vous avez plein de solutions différentes. Je disais que à l'entame de mes propos, j'aimerais d'abord vous féliciter, les organisateurs, pour l'heureuse initiative d'organiser donc cette conférence sur le thème de la franchise et de discuter aujourd'hui donc des opportunités qu'offre l'accord de la zone de libre-échange continentale sur la question. Rappelez juste que j'ai aujourd'hui donc l'honneur de représenter le directeur du commerce extérieur qui aurait bien voulu donc honorer de sa présence cette importante manifestation, mais compte tenu donc des engagements institutionnels donc pris, il m'a demandé donc de venir le représenter pour cette dernière session, ce dernier panel. Donc relativement, je pense qu'il y a un ensemble de questions posées, peut-être y revenir étape par étape. Dans un premier temps, vous avez évoqué la question des opportunités de la ZLECAf pour la franchise, le modèle de la franchise. À ce niveau, peut-être, certainement, il a été rappelé au cours des différents panels que le modèle de la franchise ou le contrat de franchise, aussi bien en droit national sénégalais que même africain, il n'y a pas un cadre légal et réglementaire donc qui lui est spécifiquement dédié. Toutefois, dans la pratique, nous constatons qu'il se noue des contrats de franchise et que le modèle est éprouvé et mis en œuvre. Et donc, pour en rester dans le cadre beaucoup plus particulier donc, du Sénégal, rappelez que aujourd'hui, donc, c'est un contrat. Donc, c'est un contrat des parties. Donc, c'est le Code des obligations civiles et commerciales, mais aussi la loi des parties, donc, qui définit les contours de l'engagement des différentes parties pour un contrat de franchise. Passé ce cadre légal et réglementaire, il faut dire que, aussi bien dans le cadre du Sénégal que de la ZLECAf, spécifiquement la notion même de franchise n'est pas reprise. Donc, si vous parcourez l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, vous ne retrouverez pas spécifiquement la notion donc de franchise. Mais ceci n'induit pas que
la franchise n'est pas reconnue, n'est pas autorisée, n'est pas pratiquée dans le cadre de la ZLECAf. Et donc, il y a des dispositions pertinentes, notamment des protocoles adossés à l'accord cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, donc qui promeut le modèle de la franchise. J'en veux pour exemple, dans un premier temps, donc, le protocole sur le commerce des services. Parce que si nous contextualisons, quand on parle de franchise, qui est un contrat entre un franchisé et le franchiseur, c'est pour exploiter une marque, une notoriété ou bien quelque chose appartenant donc au franchiseur pour l'exploiter donc au bénéfice donc des consommateurs. Et ceci dans le domaine des services, notamment le protocole sur le commerce des services. Dans les négociations, ce qui est une des bases de référence de ces négociations dans le cadre du commerce des services, c'est les listes d'engagement spécifiques qui sont un ensemble de secteurs de services qui sont ouverts à négociation entre les différents États partis à l'accord. Et donc, ces listes permettent à chaque pays de donner accès à son marché de services aux autres opérateurs ou bien fournisseurs de services, donc de faire des prestations de services sur son territoire. Et donc dans ces listes dans ces listes d'engagement spécifiques, on a une liste de 12 secteurs de services qui sont négociés et dont, dans la première phase des négociations de la ZLECAf, donc 7 secteurs de services, ou bien 5 secteurs de services ont été négociés. Et dans la deuxième ou bien seconde phase des négociations de la ZLECAf, il est prévu la négociation de 5 autres secteurs de services. Et parmi ces 5 secteurs de services figure le secteur de la distribution. Et donc, si vous allez dans ce secteur de la distribution, il y a des sous-secteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le classement W120 donc de l'Organisation mondiale du commerce, donc qui a été pris comme référence en matière de négociation dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et je disais donc que le secteur ou bien sous-secteur, le secteur de la distribution comprend en son sein le sous-secteur de la franchise. C'est donc dire que la zone de libre-échange continentale africaine reconnaît indirectement la notion de franchise. Vous allez également dans un autre protocole qui est le protocole sur les investissements. Ce protocole reconnaît également implicitement, donc sans le citer nommément, la notion de franchise. Parce que ce protocole regroupe en son sein certaines dispositions, notamment la possibilité le fait de pouvoir exporter donc des devises. Donc ceci, la compréhension qu'il faudrait avoir à ce niveau, c'est que si un franchiseur, ou bien un franchisé plutôt, exploite la marque, le produit ou bien le service donc d'un franchiseur, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser, il peut les, je ne dirais pas extrader, mais exporter ces bénéfices-là dans son pays donc d'origine. Donc ce qui constitue une facilité pour le franchisé de pouvoir utiliser ce modèle dans un autre pays ou bien dans son pays. Donc ça,
c'est une des dispositions du protocole sur le commerce, sur les investissements. Une autre disposition, toujours de ce protocole, et il y a une certaine protection qu'offre ce protocole relativement à l'expropriation. Donc ce protocole interdit donc l'expropriation dans certains cas. Donc ce qui constitue donc une protection pour le franchisé. Un autre protocole également, c'est le protocole sur la politique de concurrence. Ce protocole interdit les pratiques anticoncurrentielles. Et là, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que s'il y a interdiction de pratiques anticoncurrentielles ou bien restriction sur le marché intérieur, cela permettrait à une entreprise étrangère, et donc ici en l'occurrence le franchisé, de pouvoir accéder sur le marché sans subir des entraves ou des barrières qui feraient qu'il ne puisse pas exploiter en tant que franchisé une marque ou bien utiliser la renommée ou bien l'expérience ou bien l'expertise donc d'un franchiseur. Donc, brièvement résumé, ce sont au moins quelques dispositions pertinentes relevant de ces trois protocoles que je viens de saisir qui traitent ou bien prennent en compte de manière, même si c'est indirect, donc la notion donc de franchise. Je suis blédard, comme il le dit. Et